L'esclave qui produit est un bon esclave parce qu'il est utile à la société. La biographie de Mandela, on va pas la faire avec un acteur blanc, c'est ridicule, je ne veux pas y croire, quoi. Voilà. Bah, ça va venir. Je pense qu'il y a plein d'endroits où on peut faire son rêve américain, mais c'est pas le rêve Seul américain. le libéralisme occidental, c'est en fait c'est le choix, c'est la liberté d'être esclave. Ceux qui pratiquent la diplomatie sportive la plus spectaculaire en ce moment, ce sont les Chinois. C'est la meilleure publicité pour un livre que de l'interdire. J'espère que vous avez tort, mais parfois je crains que vous ayez raison. Patrice Ramdem, bienvenue à la Librairie du Globe. Votre livre, qui s'appelle Le saut vers la liberté, je l'attendais depuis longtemps parce que ce livre raconte ma théorie sur ce qui s'est passé avec les Russes quand ils ont découvert le monde occidental après la chute du mur de Berlin, à savoir la déception. Le saut vers la liberté, c'est le saut d'un Allemand. Bref, racontez Un Allemand de l'Est. du livre. Oui. C'est l'histoire d'un homme et c'est l'histoire d'une photo. L'homme, c'est un Vopo, un policier militaire est-allemand qui est chargé, aux prémices de la construction du mur de Berlin, de surveiller les abords du mur, quand le mur était juste un rouleau de barbelé, on était en train de le construire. Et à un moment, ça lui prend sans crier gare, il décide lui-même, alors que c'était un communiste convaincu, de sauter, de passer par-dessus les barbelés. Et pour son plus grand malheur, il va être pris en photo de manière parfaite par un reporter photographe qu'il surveillait, qu'il observait depuis des heures, le trouvait un petit peu nerveux, va le prendre en photo et ça va donner la photo la plus célèbre de la guerre froide et faire de Konrad Schumann, puisque c'était le nom de ce Vopo, l'inconnu le plus célèbre de la guerre froide. Parce que cette photo, elle dit beaucoup de choses, mais elle véhicule surtout un message létal pour le régime communiste est-allemand de l'époque. Regardez, même leurs propres troupes les fuient. Et l'Occident ne se privera pas, évidemment, d'utiliser cette photo pour dire, regardez, quand ils le peuvent, les Allemands de l'Est fuient le communisme. Alors, vous dites que pour le grand malheur de ce monsieur, il était pris en photo, parce que sa vie est dramatique. En fait. Sa vie n'est pas très drôle, elle n'est pas très drôle dès le départ. Il faut savoir que ce Konrad Schumann, c'est un fils de paysan, il était berger, gardien de moutons, dans la Saxe, et il est recruté. Il se trouve un destin en devenant Vopo. Il n'avait pas trop le choix, en fait. Et donc, une première partie de vie jusqu'à 19 ans, l'âge auquel il va sauter, pas très rigolote, même s'il semblait sur la fin s'être trouvé un destin. Et puis après, un passage à l'Ouest, qu'il ne regrettera jamais, il le dira, mais qui va se traduire par de l'anxiété, de la dépression, de l'alcoolisme et une fin un peu tragique pour lui. Sans que l'on sache réellement si il était programmé pour être dépressif, alcoolique, ou si c'est son geste qui l'a rendu comme ça. Et votre sentiment, c'est la déception de l'Occident, c'est le fait qu'il est devenu un outil de propagande. Alors, le fait qu'il soit devenu un outil de propagande, effectivement, ça l'a un peu perturbé. Il aimait pas ça, il avait l'impression que moins on parlait de lui, mieux ce serait pour lui, et que plus on parlerait de lui, plus ça agacerait les autorités est-allemandes,
et la Stasi qui tenterait de le récupérer, pourquoi pas en envoyant des serviteurs zélés à l'ouest du pays pour le ramener. Bon, ça c'est une première chose. Après, est-ce qu'il a été déçu par l'Ouest? Ce que je sais moi, c'est qu'il a toujours dit « je ne regrette pas ce que j'ai fait ». Ça, et quand le mur de Berlin d'ailleurs est tombé, donc 28 ans après que lui-même a franchi ce mur, qui était à l'époque de simples barbelés, il dira « je suis content que les gens de l'Est puissent découvrir la réalité de ce qu'est l'Ouest ». Parce qu'il faut quand même reconnaître que derrière le rideau de fer, on vivait un petit peu dans un monde parallèle, un peu loin du réel, où on vous disait demain sera un jour merveilleux, mais ce lendemain n'arrivait jamais, et on vous disait en face, chez les Occidentaux, c'est l'enfer, sans qu'il soit possible pour les gens qui étaient derrière le rideau de fer de le mesurer ou de le vérifier. Vous avez passé 4 ans de votre vie en Allemagne. Vous parlez de la guerre froide. Êtes-vous d'accord que la guerre froide, c'était une guerre de religion entre l'idéal de l'Union soviétique? L'Union soviétique était une expérience idéologique. Et l'idéal des États-Unis, qui aujourd'hui m'a l'air de ne pas bien se porter parce que cet idéal n'a plus d'idée. Au fond. Et donc, est-ce que cette guerre de religion était amenée, comme la guerre des 30 ans, de nous pousser vers la destitution presque de tous les idéaux? Alors moi, je ne parlerai pas de guerre de religion parce que d'abord, ça fait référence à des épisodes très particuliers, très précis de notre histoire et même de l'histoire. Ensuite, parce que des guerres de religion, il n'est pas à exclure qu'il y en ait une vraie qui nous arrive dans la figure dans les décennies qui viennent et ça ne correspondra pas tout à fait à ce qu'on a vu pendant la guerre froide. En revanche, parler de guerre idéologique à propos de la guerre froide ou de guerre de dogme à propos de la guerre froide, je pense que ça me paraît moi acceptable. Enfin, par rapport à l'idée que je me fais de ce qu'était la guerre froide. Parce qu'encore une fois, moi j'ai vécu effectivement 4 ans à Berlin, mais j'ai vécu après la chute du mur de 2000 à 2004. Donc je n'ai pas connu Berlin pendant la guerre froide avant 1989, même si j'ai une petite idée de ce qui s'y passait pour avoir rencontré des gens qui, eux, y ont vécu, et puis pour avoir ouvert quelques livres d'histoire et regardé quelques documentaires à la télé. Mais parce qu'au fait, le communisme, c'est une espèce de promesse de paradis sur Terre. Les États-Unis, c'est une ville sur la colline. Donc, un peu le paradis sur Terre aussi. Moi, je ne connais pas de pays parfait, je ne connais pas de système parfait. Mais ce que je sais, c'est que si, moi, on me donne le choix entre vivre sous un régime communiste et vivre sous un régime, on va dire de manière générique et pour faire simple et lapidaire, à l'américaine, je préfère vivre sous un régime à l'américaine que sous un régime communiste. Pour une raison très simple, c'est que chez les communistes, enfin je considère qu'il n'y avait pas de liberté. Chez les Américains, je considère qu'il y a de la liberté. Elle n'est peut-être pas parfaite, elle n'est peut-être pas totale, elle est sans doute critiquable, mais il n'y a quand même pas photo pour moi entre ces deux systèmes, un système qui oppresse et puis un système qui quand même vous permet d'être heureux et de choisir ce que vous allez devenir ou être, même si c'est imparfait, il y a plein d'inégalités, ne serait-ce qu'à la naissance, en fonction du milieu où on vit, etc. etc. Ne pensez-vous pas que le libéralisme occidental, c'est en fait, c'est le choix, c'est la liberté d'être esclave? Oui, vous faites, j'imagine, allusion au salariat ou au sous-salariat. Oui, au fait, on accepte de vivre avec des allocutions, parce que la société occidentale aujourd'hui, c'est la société qui va vers les allocutions. D'ailleurs, votre opinion m'intéresse d'autant plus que je sais que vous êtes co-auteur avec un médecin français qui est très très connu. Michel Simès, on va le nommer. Michel Simès. Pour moi, la Covid, c'était presque, je ne veux pas faire du complotisme, mais
même si c'était pas prévu, c'était une expérience de mettre toute une société vers les allocutions. Et en fait, les gens ont accepté avec une grande facilité. Ils préfèrent des allocutions que un travail d'un homme libre. Et on y va. Et n'est-ce pas le communisme, finalement? Parce que le communisme nous dit, vous n'avez besoin de rien. On vous donne... On va vous expliquer comment vous en passez. Voilà, on vous explique comment vivre sans rien. Et quand je dis que ce livre répond à ce que moi j'ai senti depuis 30 ans, c'est que ce que j'ai fui de l'Union soviétique en venant en Occident, à mon plus grand malheur, chaque jour je vois se construire ce bâtiment du communisme que je hais. Vous avez l'impression qu'à l'Ouest, on est en train de refaire un système équivalent à celui du communisme. On refait le RDA. Je pense que les gens qui ont fait ces sauts vers la liberté, qui leur ont coûté souvent la peur, dans votre livre, dépression, anxiété, on lui pose la question, angoisse. Tu as abandonné ta famille, tu as abandonné ta mère, tes frères. Il dit, ben oui, quelque part, il est traître. C'est-à-dire qu'il a sauté tellement vite qu'il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il faisait. Il voulait être libre, mais il a sauté dans le monde où on explique, ne travaille pas, parce que tu travailles ou pas, ce n'est plus la peine de produire, parce que la production, c'est nuisible. Il y a effectivement en ce moment un discours qui provient d'un certain camp politique, c'est le discours de la décroissance, c'est ça C'est la décroissance, ouais. Il y a des gens qui tiennent ce discours, mais enfin ils ne sont pas, à ce que je sache, ils ne sont pas majoritaires. Alors ils gagnent quelque part de marché. Comment ça, pas majoritaires? Ah non, les décroissants ne sont pas majoritaires en France, sinon M. Mélenchon ne serait pas à 20, à 15, à je ne sais pas combien, à 22%, mais il serait, et encore... Je ne pense pas que chez Mélenchon, on n'ait que des décroissants, parce que aussi non, mais il n'y a pas que les Mélenchon. Les gens qui votent Mélenchon, qui consomment énormément. On en voit à Paris, on en voit beaucoup dans ce quartier même. Je vous accorde. Voilà. Donc, non, mais ce que je veux dire, je pense que les décroissants sont minoritaires en France. Pour moi, la Covid, c'est pas du tout une expérience. Je ne mets pas du tout le vaccin en cause. C'était une expérience de comment on a dompté les gens. Est-ce que les gens vont accepter de vivre avec une garantie, ce que j'appelle une allocution, ça leur convient, ne plus bouger, ne plus voyager, Mais pourquoi les gens ont accepté? Parce qu'ils avaient peur, tout simplement. Oui, tout à fait. Ils avaient peur de mourir, ils avaient peur de la maladie. Parce qu'aujourd'hui, on est après le Covid. Et on se dit, c'était peut-être pas si grave que ça. Mais non, sur le coup, on ne sait pas. Pour moi, la question, c'est, et je reviens vers le livre, c'est comme ça que ma logique m'emmène à penser à la Covid et à une construction d'une nouvelle élite. Parce que quand tout le monde est égal, dans le communisme, tout le monde est égal. On voulait, théoriquement. On ne... Grosso modo, d'accord. Quand même. Ayant vécu là-bas, quand même. Parce que l'élite soviétique, franchement, quand ils avaient très peu de choses en plus de ce que les autres n'avaient. Mais en Occident, en revanche, ça ne marche pas, parce que maintenant, on veut que tout le monde soit égal, que maintenant, le patron d'une société peut aller dans le même avion que son chauffeur. Et du coup, à quoi bon? Du coup, quand à quoi bon travailler, c'est ça que vous dites? C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le luxe est accessible à tout le monde. Hier, c'était accessible à tout le monde. La Covid nous a mis dans la situation où on a recréé des interdictions et on est sorti de la Covid, mais les interdictions, elles restent. On les appelle autrement. Par exemple, on vous parle de la taxe de l'avion, on vous parle de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée de force la nouvelle élite qui, elle seule, aura droit de prendre l'avion, elle seule aura droit de traverser l'océan. Encore une fois, je pense que ce discours est minoritaire. Il y a effectivement des gens qui veulent... Mais non, parce qu'aujourd'hui, un homme simple, un simple citoyen, a droit de se déplacer en vélo dans le radius de 20 km.
C'est là où on nous emmène. Et ça a commencé par la Covid. Qui vous empêche de faire plus de 20 km? Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que ça devient... Je pense qu'on est encore, enfin, pour vivre en France et pour avoir vécu dans d'autres pays, je pense qu'on est quand même dans un pays où on bénéficie de pas mal de liberté. Je veux dire, moi, je peux encore prendre ma voiture. Alors, je sais qu'on va me pourrir la vie si je viens à Paris parce que j'aurai du mal à me garer. Je sais qu'on va me pourrir la vie parce qu'il va falloir passer à la pompe à essence et ça va me coûter une blinde. Voilà, on oriente un petit peu les choix de consommation des gens. On essaie de changer un petit peu leur manière de vivre. Mais si vous voulez résister à ça, vous pouvez, me semble-t-il. Mais, enfin, vous savez, vous connaissez la définition de la liberté. La liberté, elle s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est sûr que si demain je prends ma bagnole et je fais des tours de périph' toute la journée, peut-être que je vais finalement polluer un peu trop et que, en raison de la situation qui est celle de la pollution, on va me sanctionner. Je peux le comprendre. Simplement. Du moment, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Et c'est là où, et parfois elles sont pas. C'est des gens qui font exactement le contraire de ce qu'ils disent qu'il faut faire. Voilà, on y vient. Ça c'est un problème. Parce que quand on fait comment on appelle ça, la transaction verte, la transition verte, et qu'on dit que les pays riches disent, bah maintenant on va tous arrêter de polluer. Ce que je veux dire, c'est que les pays occidentaux... Moi, je parlais de la France, là. Si vous dites aujourd'hui... non, mais moi, je vous parle de... Globalement, les pays occidentaux... Arrêtez de consommer, mais les... C'est ça. Mais c'est ça. Donc, c'est du communisme. Les Indiens hurlent de rire, les Chinois hurlent de rire, les Brésiliens hurlent de rire, tous les pays qui sont, on va dire, en voie de développement hurlent de rire. Mais la France peut continuer à hurler, arrêtez de consommer. Mais les Chinois, ils regardent ça en rigolant, oui. Moi, ça me fait marrer de voir que les Chinois se marrent en écoutant des gens qui sont arrivés à un niveau de confort suffisant pour dire aux autres, maintenant, on arrête tout. Ça, c'est ridicule. Donc, on arrête tout pour les pauvres. Parce que c'est arrêter les pauvres. Nous, on va continuer parce qu'on est riche. On peut se permettre l'énergie verte. Bien sûr, oui. Mais l'énergie verte pour les pauvres. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est pas la déception des gens qui viennent des pays pauvres et qui ont rêvé de l'Occident, qui arrivent et on leur dit l'esclave qui produit est un bon esclave parce qu'il est utile à la société. Et les esclaves qui ne produisent rien, autrefois, il y avait des camps de concentration pour les esclaves qui ne produisent rien. Aujourd'hui, on appelle ça les camps des réfugiés. Ou alors, on les accueille, on leur donne une allocation. Déjà, camp de concentration, camp de réfugiés, je pense que c'est pas la même chose. Il y en a qui sont arrivés là volontairement, et d'autres qui sont arrivés sous la contrainte. Il y en a qui étaient maltraités, il y en a d'autres qui, dans l'autre cas, sont quand même nourris, logés. Bon. Je dis pas qu'ils vivent les meilleures années de leur vie, mais enfin, s'ils sont là, c'est parfois parce qu'ils ont souhaité aussi venir ici. Vous me dites, la vie en Occident, c'est une déception, machin. Bon, je dis pas qu'elle est parfaite, mais il faudra quand même qu'on m'explique pourquoi tous les ressortissants de pays du tiers-monde veulent venir aussi chez nous. Donc c'est peut-être parce que c'est pas si mal. Il y a des avantages à venir ici, il y a des avantages à vivre en France. Parce que on avait des idéaux. La société c'est pas que derrière. pour ça, Bah si, je vous assure. Parce qu'en fait, l'immigration, elle n'était pas du tout. Je parle pour les Russes. L'immigration des Soviétiques en Occident, on pensait que c'était pour la liberté, mais en fait, c'était pour la consommation. Au fond. La liberté passe aussi par la consommation. Alors, le problème, c'est que ça devient aliénant au bout d'un moment, mais ce n'est que consommation. La liberté n'est pas que consommation. J'ai l'impression que la liberté occidentale, ce n'est que consommation. La liberté de penser, elle ne passe pas par la consommation. La liberté d'aller et de venir, elle ne passe pas que par la consommation. La liberté de... alors oui, après, j'allais dire d'aller au cinéma, de voir des choses censées être subversives ou pas. Là, effectivement, il faut payer son billet. Mais on ne peut pas dire que la liberté, c'est que de la consommation. Je pense que
la liberté passe aussi par la consommation. Et objectivement, moi, il est arrivé des années où j'avais pas beaucoup d'argent quand j'étais plus jeune. Là, je compte pas sur l'or, hein, sous l'or, mais j'en ai un petit peu plus. Je me sens un petit peu mieux par rapport à avant. Mais on peut pas dire que la liberté ne passe que par la consommation. Elle passe beaucoup par la consommation. Ah, on se fait plaisir, on s'achète des fringues, on sort, on va à droite, à gauche, au resto, machin. Mais la liberté, c'est aussi la possibilité d'aller et de venir, ce qui n'était pas forcément le cas sous les dictatures. C'est aussi la liberté de penser, de lire ce qu'on veut. Je veux dire, en France, il n'y a aucun livre qui se refile sous le manteau, quoi. Tandis que dans les dictatures, en l'occurrence communistes, je ne sais pas si vous me démenturez, mais même dans d'autres pays, il y a des livres qu'on ne peut pas sortir, parce qu'on risque d'avoir des soucis. Et d'être là réellement. C'est la meilleure publicité pour un livre que de l'interdire, je vais vous dire. Oui, c'est de l'interdire, je veux bien croire. Ouais. Tout le monde, du coup, a envie de le voir. Les professeurs, d'ailleurs, dans les écoles, utilisaient cette méthode parce que souvent, ils disaient « Surtout, ne lisez pas, c'est pas la peine. » Un Rosanov, par exemple, c'est sûr que le lendemain, tout le monde a trouvé un moyen de lire Rosanov parce que Solzhenitsyn, on l'a tous lu quand il était interdit. Quand il était publié officiellement, on a arrêté de le lire. Mais bon, ça c'est... Vous êtes un journaliste de la télévision, vous êtes quelqu'un, pardonnez-moi, de la propagande. Parce que... Je suis pas d'accord avec vous, là. Non. Non. Moi, aujourd'hui, il y a une multiplication des chaînes de télé. Ça aboutit à ce que on soit un petit peu moins dans le traitement factuel et un petit peu plus dans le traitement exhaustif et surtout militant. Effectivement, la presse française, elle a toujours été d'opinion, la presse française. C'est un truc qui remonte presque à sa création. Mais on a une presse qui est de plus en plus une presse d'opinion. Ce qui n'empêche pas, dans cette presse, de trouver des journalistes qui font très correctement leur travail, c'est-à-dire en séparant le factuel du commentaire. Je ne dis pas que tout le monde le fait, mais beaucoup le font. Et dans les médias de masse, comme la télévision, il vaut mieux le faire, sinon vous vous coupez du public. Donc, bon, après, on peut faire des choix éditoriaux qui sont de gauche ou de droite. Il y en a qui vont parler plus d'immigration, d'identité, d'autres qui vont parler beaucoup plus des droits des minorités, insister sur en disant oui, mais telle personne, c'est parce qu'elle a eu du mal, une enfance difficile, qu'elle se comporte de telle et telle manière. Il y a des médias qui font appel à la responsabilité de l'individu, d'autres qui disent non, c'est la faute de la société. Bon, ça, on connaît ça depuis tout le temps. Ce que je veux dire, c'est que en marge de ces choix éditoriaux qui peuvent être, de manière lapidaire, je veux dire, jugés de droite ou de gauche, vous avez un traitement qui souvent est équitable. C'est-à-dire, on donne les faits, que s'est-il passé. Ensuite, on essaie de voir quelles sont les conséquences de ces faits. On essaie de répondre à des questions pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Faire des portraits à côté, voilà. Les choix éditoriaux, effectivement, vous diront si une chaîne est de droite ou de gauche, ou un média est de droite ou de gauche. Mais ensuite, une fois que le choix éditorial est fait, le traitement est assez honnête. Tout le monde, il y a en général, c'est pas systématique, et quand c'est pas le cas d'ailleurs, c'est dénoncé notamment via le truchement des réseaux sociaux, il y a du contradictoire. Il y a plus d'erreurs que de mensonges. Je connais assez peu de journalistes dignes de ce nom qui se disent le matin, bon, alors, comment je pourrais planter telle ou telle personne en disant quelque chose de faux sur... Des gens qui fonctionnent comme ça, à mon avis, ils vont pas très très loin, en général. Je parle pas des exemples... Quand vous dites propagande, voilà, c'est pour ça que je trouvais que c'était un petit peu fort. Je vais vous expliquer. Non, mais moi, on m'a jamais dit ce qu'il fallait que je fasse. Je maintiens. Il y avait... L'écrit existait depuis l'éternité. L'écrit, il existe depuis Théophraste Renaudot. Exactement. Après arrive la radio. La radio avait comme conséquence une possibilité d'appeler les masses à sortir dans la rue. Bizarrement. Parce que il y avait les voix. La radio est apparue, après
Première Guerre mondiale. Oui, oui. Et c'était, on voyait que... Mais déjà avant, la presse écrite pouvait faire bouger les foules. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, la presse anglaise, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait... Première Guerre mondiale, il y avait des articles sur ces Allemands qui font du savon avec les corps de leurs morts et des morts des Alliés. Bon, bref, donc la propagande existe depuis toujours, et même dans le monde occidental qui est tellement blanc et tellement bon et tellement correct. Donc arrive la radio, la voix de Mussolini, la voix de Hitler font sortir les masses dans la rue. Chez les soviétiques, pareil. Hein. C'est la magie de la radio. Elle sort quelqu'un de chez lui. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'image. La télévision, pour moi, a un rôle opposé. Tu restes sur ton canapé, tu regardes la télévision, tu as vu la guerre, c'est comme si tu y étais. Tu restes chez toi. Au fait, c'est une drogue qui empêche la personne de sortir dans la rue. C'est ça le rôle de la télévision, peu importe gauche ou la droite. D'ailleurs, j'aime pas du tout c'est très français, gauche-droite. Moi, je pense que c'est complètement désuet. Oui, mais c'est désuet. Hein. Oui, c'est vrai ça n'a plus aucun... qui sont un peu surprenantes parfois. Ouais. On vit dans une société aujourd'hui de réseau. Et le réseau, c'est pas gauche ou droite. On peut s'entendre, vous êtes de gauche, je suis... pas du tout de gauche, et on peut s'entendre sur quelque chose. C'était une affirmation ou c'était une question? Non, c'est une proposition. Voilà. Et alors, arrivent les réseaux sociaux. D'abord, j'ai comme l'impression que la télévision essaye de ne pas être trop en retard par rapport aux réseaux sociaux qui vont très vite. Donc déjà, elle court de toutes ses forces pour ne pas être en retard de ce qu'on reçoit sur les chaînes Telegram. Et les chaînes Telegram, 80%, 90% de fake. C'est pour ça que je dis propagande. Quel est le rôle aujourd'hui du journaliste par rapport à la formation d'une mentalité d'un citoyen lambda comme moi? Le challenge pour le journaliste aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer sa spécificité et son professionnalisme. Vous avez cité Telegram, vous avez cité les réseaux sociaux. Aujourd'hui, chaque individu est un média. À partir du moment où il a 2 followers, son père, sa mère, il vient un média avec une audience de 2 personnes. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont 10 000, 20 000, 50 000, 200 000 followers. Donc ces gens-là ont une puissance, sont une force de frappe, effectivement. Le problème, c'est que parmi tous ces gens-là, on a très souvent, et d'ailleurs plus vous tenez un discours marqué, plus vous avez de followers. Quand vous êtes dans la mesure, vous vous coupez de tout le monde. Ces gens-là peuvent dire des bêtises, et surtout ne sont pas journalistes, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas faire la différence entre un fait, un commentaire, ils n'ont aucune notion de la hiérarchie de l'information, aucune notion de la vérification, 2, 3 fois, 4 fois vérifier. Un journaliste peut faire des erreurs. Mais alors là, ce que je vois moi sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui font erreur sur erreur parfois. Et ils sont identifiés, ces gens-là. Donc le challenge pour les journalistes aujourd'hui, c'est d'essayer de leur dire, d'expliquer au monde, nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes des gens sérieux. Le problème, c'est que quand un journaliste fait son travail, on va dire, non pas avec impartialité, parce que l'impartialité, c'est compliqué, mais on va dire honnêteté intellectuelle, il s'aliène les 2 camps, qui sont des camps militants. Donc, si vous voulez faire dire qu'il n'y a pas trop de solutions en ce moment pour les journalistes, j'acquiesce. C'est effectivement très difficile pour les journalistes d'exister dans un monde où on vous oblige à prendre parti et on vous traite de menteur quand vous ne pensez pas comme la personne qui est en face de vous. Et en même temps, je dis ce challenge, il faut essayer de le relever. Alors en étant honnête et surtout en revenant sur les affaires passées. C'est-à-dire que, je sais pas, je pourrais prendre l'exemple de ce qui s'est passé avec Trump à un moment où
ou d'autres exemples, dire, rappelez-vous, à l'époque, nous disions telle et telle chose, aujourd'hui, les faits nous ont donné raison. Mais c'est très compliqué, effectivement, pour la presse classique, aujourd'hui, d'exister et d'être pris au sérieux, parce qu'on lui demande, un, de prendre position, alors que ce n'est pas forcément son rôle, et deux, de parler très vite. Moi, je travaille dans une chaîne de télévision où parfois nous avons une information, mais qui n'est pas vérifiée, donc on ne la diffuse pas. Il y a un fil WhatsApp, là, vous avez sans doute entendu dire que, vous avez sans doute vu que sur TikTok, vous avez un stop, nous sommes en train, il y a des cellules de vérification, nous vérifions. Et parfois, effectivement, on arrive après les autres. Mais on arrive avec une information qui est vérifiée. Il est hors de question de prendre le temps, de ne pas prendre le temps, de ne pas vérifier une information, parce que il suffit d'une connerie. Il suffit d'une erreur pour qu'ensuite ça vous colle à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock dans l'affaire Tournesol, ou je ne sais plus quel BD de Tintin. Voilà, ça devient votre logo si vous vous trompez une fois. Donc, je ne sais plus quelle était la question. Non, la question, c'est que, au fait, aujourd'hui, le journaliste, surtout dans la presse écrite, parce que je ne sais pas si à la télévision, à la télévision, on attaque la chaîne si jamais l'information n'est pas avérée, c'est ça, c'est la direction qu'on attaque, c'est même pas le journaliste. Le journaliste n'est pas attaqué directement, c'est effectivement, la loi dit que c'est le directeur de la publication qui doit aller s'expliquer au tribunal, mais enfin, je veux dire, pour le journaliste, c'est jamais une partie de plaisir non plus. Non, mais je comprends, bien sûr, il est licencié. Et pour lui, même pas licencié, c'est pas ça, mais c'est sa réputation en interne, et puis au-dessus de lui, il y a le chef de service, et le rédac-chef, enfin, personne n'est gagnant. Mais moi, je connais, en tout cas, dans les médias que j'ai fréquentés, j'ai travaillé pour des chaînes de radio, des chaînes de télé et même un peu la presse écrite, je n'ai jamais rencontré des confrères ou des patrons qui se levaient le matin en se disant « Bon, aujourd'hui, on va se faire machin, on va se faire truc, on va se faire bidule. » quoi. Non. En revanche, qu'est-ce qu'il y a dans l'actu aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on choisit de traiter parce que ça a du sens, parce que ça intéresse les gens, parce que c'est important pour l'avenir du monde, ou parce que ça a un sens par rapport au monde dans lequel on vit, ou parce que ça peut être utile aux gens. Oui, ça, c'est des questions qu'on se pose. Et ça, c'est ce qui détermine la hiérarchie de l'information. Parce que si je me lève le matin et je veux tout traiter, je veux dire, j'ai 350 sujets. On vit depuis 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, la première guerre en direct. Il y en a eu d'autres, quand même. Mais... Oui, mais avec le téléphone portable allumé en permanence ou la petite caméra sur le casque allumé en permanence, je pense que c'est la première fois. Ne pensez-vous pas que c'est une espèce de pornographie militaire, dans le sens où le consommateur, quand il regarde la pornographie, il a l'impression qu'il est seul, que c'est fait pour lui, et il éprouve acte de présence. Au fait, c'est un substitut de j'y étais, donc moi aussi j'ai fait la guerre. Bon, quand on montre devant sa télé et y aller, c'est pas la même chose. Moi j'ai connu les deux, je peux vous dire que c'est pas la même chose. Mais au fond, pourquoi je compare avec la pornographie ? Parce que la consommation de la pornographie est une espèce de ersatz de la vie sexuelle, enfin c'est presque un drame de la société occidentale. Et ce que je vois révélé sur les réseaux sociaux de la consommation de l'image de la guerre en direct, c'est souvent... Je ne parle même pas des chaînes de télévision, parce que les chaînes de télévision ont la classe de brouiller parfois les images, mais on devine quand même. Mais sur les chaînes Telegram, c'est l'horreur absolue, c'est la pornographie absolue, c'est la mort en direct. Qu'est-ce que va devenir le consommateur de ça ? Je pense pas que ça aide à en faire quelqu'un d'équilibré. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que... Moi, je peux voir aujourd'hui une scène pornographique, comme vous dites, militaro-pornographique, sans que ça affecte mon équilibre, parce que je pense que sur ce plan-là, je suis à peu près fini. Et puis, voilà, je suis un grand garçon maintenant. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est effectivement la banalisation de cette pornographie, comme vous dites, auprès des jeunes. Parce qu'on a l'impression, effectivement, que la vie humaine n'a plus de valeur,
Vous parlez de pornographie militaire, mais on pourrait parler de pornographie tout court. Hein. Je veux dire, on a vu, avec l'avènement des réseaux sociaux, se multiplier la diffusion de pastilles pornographiques qui parlaient d'une sexualité qui n'était pas tout à fait celle que vivent les gens au quotidien, quoi. Et je pense que cette sexualité-là, elle a effrayé même, je me demande, c'est une question que je me pose, si elle n'a pas même effrayé la jeunesse. Je dis ça parce que j'ai lu, c'était pas cet été, ni l'été précédent, peut-être l'été encore avant, je lisais dans Le Monde une grande enquête dans laquelle on nous expliquait que les jeunes font beaucoup moins l'amour que leurs parents. Et même, pour certains, ne font plus l'amour. Et je me demande si c'est pas tout ce qu'ils ont pu connaître de la sexualité avant de réellement la connaître, qui les a un petit peu effrayés ou dégoûtés ou leur a fait peur, quoi. Est-ce que je peux... Je suis pas du tout dans la morale par rapport à la sexualité. Hein. Chacun a la sexualité qu'il veut, il s'éclate comme il veut et tout. Mais il est fort possible, je me demande dans quelle mesure, ceux qui avaient une image un peu fleur bleue et, on va dire, sensuelle de la sexualité ne soient pas dit, oula, finalement, c'est ça, mais j'en veux pas, quoi. Parce qu'ils avaient été bombardés d'images un peu trash, quoi. Bizarrement, ce qui est drôle, c'est que pareil, c'est toutes les pensées. On est loin de Conrad, là, on est loin du livre. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, parce que votre livre, pour moi, il parle des idéaux ou des illusions perdues, ouais, si vous voulez. Appelle ce livre Les illusions perdues, c'est ça, les illusions perdues. Quand on me parlait que les jeunes ne font plus l'amour, bon, c'est le plaisir. Faire l'amour, c'est le plaisir, mais c'est aussi un acte de faire les enfants. Mon fils de 16 ans, quand il avait 16 ans, on était à table et les filles qui étaient là, qui avaient 16 ans aussi, parlaient quel prénom choisir pour les futurs enfants. Le tour de mon fils, il me dit « Donnez-moi une raison pour avoir des enfants ». Je me suis dit « C'est ça le problème ». C'est pas qu'ils ne font plus l'amour. Le problème, c'est que on fait les enfants quand on croit. Oui, quand on a foi en l'avenir. Quand on a des idéaux. Oui, mais un pays qui fait pas d'enfants, c'est un pays qui se méfie effectivement de l'avenir. Exactement. Et j'ai l'impression que le monde occidental, avec les idées libérales, n'a plus d'idéaux. C'est-à-dire qu'on s'est foutu de la gueule des communistes en disant c'est des attardés mentaux. C'est des dégénérés qui ont créé un grand goulag, et voilà, ils sautent chez nous tellement ils n'en peuvent plus. Mais les communistes avaient des idéaux. Le monde sans idéal n'a plus aucune raison de faire des enfants. J'espère que vous avez tort, mais parfois je crains que vous ayez raison. Non, mais encore une fois, hein, entre le monde communiste et le monde, on va dire, occidental, je préfère vivre dans le monde occidental parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de perspectives individuellement, en tout cas dans ce monde-là. Vous ne parlez pas du monde occidental d'hier ? Le monde occidental d'hier, vous voulez dire qu'il était plus gai, plus attrayant, plus... oui. C'est fort possible, oui. Oui, mais le monde occidental d'aujourd'hui, c'est, que Dieu me pardonne, Greta Thunberg, qui dit que la civilisation, c'est du vomi. Oui, mais le monde, c'est pas qu'elle. Oui, le monde, c'est pas qu'elle. Elle existe, elle est dans le décor, mais ça n'est pas... Faut pas aussi, je pense, faut pas résumer le monde occidental à Greta Thunberg. Oui, mais le monde occidental, c'est aussi des universités américaines qui étaient formées par les gens qui eux-mêmes étaient une élite intellectuelle, qui sont devenus des professeurs, qui sont entrés comme professeurs dans les universités. C'était des trotskistes, et qui aujourd'hui forment. Parce que dans les universités, on forme la nouvelle élite occidentale qui, elle, et on fabrique des wokistes, machin, etc. La civilisation occidentale, c'est la création de la poubelle. Donc, si le monde occidental aujourd'hui accepte l'idée qu'il n'est qu'une poubelle, je dis des illusions perdues. Ce garçon, il a sauté dans un néant. Oui, il a sauté dans un néant, mais à la fin de l'histoire, quand vous lui demandez est-ce que tu regrettes d'avoir sauté dans ce néant, il vous dit non.
Vous savez, quand à la Malgré fin tout. de ma vie, on va me dire est-ce que tu regrettes d'avoir vécu? Bien sûr que je vais vous dire je ne regrette rien, comme Edith Piaf. Parce que c'est quand même un peu triste que de dire bah, ma vie c'était Ouais, objectivement, qu'une merde et que j'ai rien réussi. Objectivement, si vous aviez donné à l'époque, le mur, il a été construit non pas pour empêcher les gens de rentrer, hein, mais c'était pour empêcher les gens de partir. Oui, oui, oui. Parce qu'il y avait plus de candidats à l'exil que de candidats à l'entrée dans l'univers communiste. Non, vous dressez un portrait ou un état des lieux de l'Occident qui est pas flatteur pour l'Occident. Je suis pas loin sur pas mal de sujets de penser comme vous, mais en même temps, je me dis, il y a dans l'Occident aussi du génie. Oui, mais évidemment. Il y a aussi du progrès. Mais évidemment, qui dit le contraire? Non, mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un peut-être va arriver. Hein. Alors, je sais que l'homme providentiel, on le voit pas trop là en ce moment. Hein. Ce qu'on voit défiler, c'est pas. Mais peut-être quelqu'un va nous proposer. Alors, ce quelqu'un. Un autre chemin. Vous savez, avant, on s'éclairait à la bougie, et puis un jour, il y a un mec qui est arrivé et qui a dit tiens, on va mettre des ampoules. Certes. Il a créé l'homme. Alors. Et ça a été une forme de progrès. Je peux Alors, poser une question là-dessus. Je suis d'accord pour dire là-dessus. qu'il y a en ce moment des gens qui disent remettons la bougie, c'est sympa. Ouais, c'est sympa 5 minutes, mais globalement, on a quand même besoin de 2 loupiotes pour. Oui, bien sûr, blague, pour faire quoi. semblant qu'on est éclairé par la bougie. Et ça coûte beaucoup d'argent. Vous parlez, est-ce que va y avoir un homme providentiel qui va venir? Tout le monde s'est foutu de la gueule de Trump, qui est une espèce de farfelu, un homme anti-système. On voit venir un autre avec sa tronçonneuse. Oui, en Argentine. On en a tellement ras-le-bol de cette élite snob et de ce pouvoir ancestral qu'arrivent les gens anti-système. Elon Musk, qui est une espèce de... Il s'est pas encore défini pour moi, il se cherche, mais pareil, il est anti-système. Est-ce que c'est ça, les hommes providentiels qui vont venir? J'en sais rien, mais ça, c'est l'histoire qui va le dire. En tant que rédacteur en chef de France Info, mais moi, je suis pas Madame qu'en Soleil. pensez-vous? Non, je suis pas Madame Soleil. Je peux pas dire que ces gens-là vont transformer le monde. Le fait que le journalisme mondial s'est jeté sur cette personne qui vient de se faire élire, j'ai oublié son Miloni. Oui, c'est l'Argentin, je vois très bien qui c'est. Une espèce de Eddie Presley. Avec les flaquettes, machin. Exactement. Tout le monde lui fait déjà un épitaphe, hein, et avec l'économie de l'Argentine aussi. Quelle que soit la personne élue, il y aura toujours les adversaires qui se fédéreront pour en dire du mal. Je veux dire, si ça avait été un péroniste qui avait été élu en Argentine, vous avez tout le clan de l'actuel président qui aurait dit ouais, c'est un scandale, c'est le candidat du système. Il aurait pris très très cher aussi aujourd'hui. Bon, aujourd'hui c'est le gars avec sa tronçonneuse qui arrive, il est un peu bizarre, qu'on n'a pas trop l'habitude. Donc effectivement, il se prend des tombereaux d'injures, d'insultes, de critiques, mais ça arrivera. Mais pour vous, le fait que on voit apparaître de plus en plus ces gens qui représentent une espèce de personnalité. Oui, mais ils sont pas là par hasard. Voilà, S'ils donc sont là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais évidemment, rien n'arrive par hasard, et ceux qui n'arrivent pas aussi n'arrivent pas par hasard. Si ce gars-là est là, ça peut être pour 1000 raisons. Moi, j'en vois au moins 2. L'une, c'est qu'il doit avoir certaines qualités qui lui ont permis d'arriver là, parce que tout le monde n'arrive pas là. Et 2, il y a un contexte qui s'est créé, qui a permis que ce type de personnalité, qui peut choquer certaines personnes, soit arrivé là. Donc voilà. Après, il y a peut-être encore d'autres raisons, mais le gars n'est pas là par hasard. Trump a été élu une première fois, c'était pas un hasard non plus. Il est possible qu'il revienne dans la course là pour un deuxième mandat, alors qu'il ne serait pas consécutif. Hein, mais ce sera pas... pendant 4 ans, ils ont eu le temps l'Amérique a eu le temps d'essayer de trouver un nouveau leader. Elle l'a pas trouvé. Apparemment, c'est Trump qui risque de revenir. En tout cas, dans le camp républicain. Je dis pas la Maison Blanche. Donc, si il revient, c'est parce que 1, il doit avoir des qualités de battant pour, et 2, les conditions ont été créées par ceux qui votent, tout simplement, pour qu'ils reviennent. Et ça, ce raisonnement, je pense qu'on peut le décliner
pour l'Italie, pour peut-être la France, pour la Hongrie, pour la Pologne. Il y a eu des élections récemment. Là, c'est le contraire. C'est le candidat un petit peu, on va dire, bizarre. On va dire, allez, on va faire simple. Il y a les populistes et les systèmes. Hein, voilà. Donc, le candidat du système, lui, il a réussi à reprendre le pouvoir. Et c'est le candidat populiste, ou considéré comme tel, qui a été dégagé. Donc, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Bon, la proximité de la Biélorussie, machin, etc. Je pense que il y a aussi des explications qui sont liées à ça, qui expliquent ça. Mais voilà, quoi qu'il arrive, il y a toujours une explication. Et surtout, il ne faut jamais, comment dirais-je, sous-estimer celui qui est là où il est. S'il est là, c'est qu'il y a une raison. Alors, ça peut être une bonne ou une mauvaise raison. Mais c'est le réel qui l'a amené là. Et le réel, il faut pas le snobber, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas l'ignorer. Parce que le réel, c'est ce qui détermine notre quotidien. Il y a dans le cinématographe et puis même dans le théâtre des anciens le terme persona. Enfin, la personne, le masque. En fait, la personne, c'est un masque. C'est un masque social. Dans le monde occidental, le plus important, c'est la personne sociale et pas la personnalité, j'ai l'impression. Est-ce que c'est cet étouffement de la personnalité permanent qui emmène à ce que les excentriques reviennent parce qu'on a soif de personnalité? C'est possible. Le monde... J'ai pas de certitude par rapport à ça, mais ce que vous dites est plausible. Ouais, c'est fort possible que effectivement on ait tellement marre de jouer un rôle, que les gens en aient tellement marre ou de jouer un rôle eux ou de voir d'autres personnes jouer un rôle qu'à un moment ils se disent on a besoin de réel. Et c'est vrai que le réel est souvent occulté. Est-ce que c'est un besoin de vérité, de réel qui a propulsé ce type de profil à des postes de pouvoir importants? J'en sais rien, c'est plausible. Je suis même pas sûr qu'en réfléchissant longuement, si tant est que j'ai cette capacité, je pourrais vous apporter une réponse, j'en sais rien. Mais c'est pas exclu, ce que vous dites. On voit revenir sur dans l'actualité le concept de la nation, du nationalisme. Le nationalisme n'est plus un gros mot. Ça a commencé moins que ça l'a été. Ça a commencé pour moi, ça a commencé avec l'Ukraine, parce que les nationalistes ukrainiens, s'ils n'étaient pas nationalistes, ils pouvaient pas défendre leur pays. Mais il y a aussi dans l'ex-Yougoslavie, il y a eu des nationalismes qui sont exprimés. Il y a eu dans l'ex-URSS des nationalismes aussi qui se sont exprimés. C'est pas, enfin, c'est le cas en Ukraine, mais c'était déjà antérieur à l'Ukraine, il me semble. Est-ce que ça veut dire que c'est la chute probable et future et rapide de globalisation? Est-ce que le monde global, c'était pas une erreur? Oui, non, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai l'impression. Le problème, c'est que je ne sais pas si on vivra assez vieux et assez longtemps pour le vérifier, mais j'ai l'impression que la marche du monde est faite de cycles. De cycles et de sous-cycles, parce que ce serait trop simple si on disait oui, pendant 50 ans, c'est le nationalisme qui est à la mode, et puis après, c'est le mondialisme, et puis bon. Moi, je pense que le nationalisme, le mondialisme, il est surtout économique. Et... mais culturel aussi. Il y avait alors je ne sais plus qui tenait cette théorie, c'est plus vous êtes dans le mondialisme, plus il y a des réflexes locaux qui s'expriment. C'est-à-dire, plus on va dans le mondialisme, plus l'ancrage local, l'identité locale a besoin de se manifester, ne serait-ce que pour dire j'existe. Ça, c'est une première piste de réflexion. Et la deuxième piste de réflexion, là on va retrouver l'amateur de sport et de football que je suis, c'est que moi, ça fait plus de 50 ans que je suis ce qui se passe dans le monde du football. Ça fait plus de 50 ans que je vois effectivement ce phénomène de mondialisation se mettre en place, mais je peux vous dire que dès qu'il y a une Coupe du Monde de foot, ou dès qu'il y a un Euro, c'est-à-dire un championnat d'Europe de foot, les réflexes nationalistes, ils se remettent en place. Et vous avez des supporters qui
comment dirais-je, supportent leur pays comme au plus beau jour de l'avant-mondialisation, quoi. Mais parce que le sport, c'est le substitut de la guerre. Peut-être. Bon, enfin, moi, je pense que le sport a été inventé mais ce que je veux dire, c'est que remplacer la guerre. Moi, je vois depuis 50 ans que le nationalisme est une idée qui n'a jamais été battue en brèche, qui existe toujours, et le fait que qui s'exprime à travers le sport. Et que les footballeurs maintenant déménagent par paquet là-bas en Orient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont envie de gagner beaucoup de pognon et se la couler douce. Ça, voilà. Parce que y a essentiellement des joueurs qui sont plutôt en fin de carrière. C'est quand même intéressant qu'au niveau politique, on va vers l'Orient et au niveau sportif aussi. Le sport est devenu une arme diplomatique. Aujourd'hui, vous avez un pays comme le Qatar qui fait des efforts surhumains pour exister sur le plan en tant que spécialiste d'information politique et amateur de football, comment vous... il existe une diplomatie du sport. Ça, c'est vrai. Alors, le Qatar, c'est un pays intéressant, parce que c'est un pays intéressant. C'est un pays intéressant quand on parle de diplomatie sportive. On en parle. C'est-à-dire que c'est un pays qui... oui, c'est un pays qui veut exister dans le foot, qui a réussi à organiser une Coupe du Monde, qui a investi dans tout un tas de clubs, et notamment au Paris Saint-Germain en France. Mais ceux qui pratiquent la diplomatie sportive la plus spectaculaire en ce moment, ce sont les Chinois. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les Chinois arrivent en Afrique, dans certains pays, ils construisent des stades gratuitement ou quasiment gratuitement, en espérant derrière avoir des marchés, notamment sur le diamant, un truc comme ça. Il y a une vraie diplomatie sportive qui s'est mise en place. Et je vous annonce, peut-être demain, parce que j'ai lu quelques papiers. Aujourd'hui, on parle de sport. Il y a le e-sport qui est en train de se développer. Il y a des champions de e-sport, le sport électronique, des gens qui sont avec des manettes. Vous allez voir que ceux qui seront exclus de la communauté sportive internationale, je parle notamment aux Jeux Olympiques, et ce sera sans doute le cas de la Russie et de certains pays qui sont proches de la Russie, dont les athlètes ne pourront pas concourir sous le maillot russe ou le drapeau russe, mais sous un maillot olympique. À un moment, Poutine va dire « Ah, c'est comme ça, vous ne voulez pas de mots aux Jeux Olympiques, très bien ». Et il va se rapprocher d'une autre forme de sport, qui est le e-sport, qui est amené à se développer. Et vous allez voir que demain, on aura peut-être une confrontation entre le comité olympique sportif, comité international olympique, le CIO d'un côté, et puis de l'autre, une autre... Oui, alors, comme toutes les institutions, on pourrait détailler, oui, il y a eu des cas de corruption au CIO, ça je ne dis pas le contraire. J'ai pas les noms, je ne vais pas les accuser globalement. On n'est pas là pour le CIO, et puis en face, une autre fédération, une autre confédération, un autre comité qui organisera des compétitions de e-sport, qui aura l'avantage de s'adresser aux jeunes, alors que le CIO s'adresse à des gens les gens qui regardent le sport à la télé ne sont pas tout jeunes, ils ont 50, 60, 70 ans parfois. C'est intéressant de voir ce qui va se passer dans ce domaine, parce que je pense que le sport est un des vecteurs de domination ou d'expansion qui est encore sous-utilisé dans notre monde, sur notre planète. Je sais pas, je joue un peu les Madame Soleil là, mais je pense que le e-sport va déboucher sur quelque chose de mondial tôt ou tard, qui attirera des pays qui se seront sentis ostracisés par les instances traditionnelles internationales sportives. Depuis 1 an et demi, on parle beaucoup d'Israël, parce que pour les Ukrainiens, l'Israël, c'est un modèle qu'ils voudraient, auquel ils voudraient ressembler. Parce qu'ils disent, voilà, l'Israël, c'est un pays petit, mais qui se défend tout seul, nationaliste, très très nationaliste. Il y en a qui disent même que c'est de l'apartheid. Et les Ukrainiens, en fait, ils veulent créer une espèce de pays monoethnique. Je ne sais pas si on peut les accuser. Alors, objectivement, je ne suis pas allé en Ukraine. J'ai fait quelques conflits, mais je n'ai pas fait celui-là. Je ne les accuse pas.
à vrai dire, je connais pas hyper bien la situation sur place pour pas avoir été précisément là-bas. Enfin, si j'y suis allé il y a 30 ans, quand tout se passait bien. Ma question, en fait, c'est pas sur l'Ukraine. C'est par rapport à ce que vous venez de dire, les cycles de l'histoire, parce qu'on compare toujours. Et les Ukrainiens ont souvent comparé leur guerre à eux avec la guerre de Kippour. Qui était courte, et puis celle-là, elle est 6 jours, 67, et oui, tout à fait. Elle est plus longue, mais ils se comparent avec l'Israël comme un petit pays. Ils sont pas petits, au contraire, ils sont très très grands, mais économiquement, ils sont petits, et puis ils ont peu de moyens pour lutter contre un monstre qui est la Russie. Et les Russes sont souvent comparés avec l'Allemagne, dans leur barbarie et dans leur penchant vers le fascisme. Que pensez-vous de la renaissance allemande, de l'horreur du fascisme? Pensez-vous que les Russes peuvent eux aussi renaître dans si peu de temps comme c'était pour l'Allemagne, parce que vous y êtes vécu. Vous êtes en train de me dire, est-ce que les Russes peuvent devenir les nouveaux nazis de l'Europe, c'est ça la question? Non, ils sont les nouveaux nazis de l'Europe. Par leurs actions, par leurs méthodes, ils sont devenus des fascistes. Est-ce que les Russes auront une chance de renaître de leurs cendres, de leur idéologie fasciste, aussi rapidement que les Allemands? Parce que l'Allemagne, quand on dit que la Russie c'est un pays barbare parce que asiatique, le Troisième Reich c'était pas très oriental, c'était pas oriental, c'était quand même le noyau de la civilisation occidentale. Non mais comment dirais-je, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin le nazisme, c'est une horreur absolue. Bien sûr. Et ce qui se passe en Russie, c'est l'horreur absolue. Mais personne ne le conteste. La seule différence, c'est que, vous faisiez allusion au fait que j'avais vécu en Allemagne, donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en parler. L'Allemagne a fait son mea culpa. L'Allemagne est exemplaire en matière de devoir de mémoire. Vous n'avez pas un Allemand aujourd'hui, à part que trois excités, débiles mentaux, qu'il faut d'ailleurs vite mettre hors d'état de nuire. Vous n'avez pas un pays qui dit « Vive Hitler, il faut qu'il revienne au pouvoir, machin ». On n'a rien fait entre 39 et 45. Si, l'Allemagne a fait son devoir de mémoire, qu'avait pas forcément fait peut-être l'Autriche à une époque, mais bon, en Allemagne, je veux dire, à l'école, on apprend aux enfants ce qui s'est passé, le monument qui commémore la Shoah, je peux vous dire qu'ils l'ont mis place de la Concorde à Berlin, près de la porte de Brandebourg. Un des plus forts c'est-à-dire qu'on peut pas, peut pas ne pas le voir. Je veux dire, voilà. Je veux dire, l'Allemagne a été exemplaire. Je veux dire, mais elle était ou on l'a forcée de l'être? Non, on l'a pas forcée parce qu'il y avait. Non, mais. L'Allemagne de Konrad Adenauer, c'est pas une Allemagne de fasciste. L'Allemagne de Willy Brandt, c'est pas une Allemagne de fasciste. L'Allemagne d'Helmut Schmidt et a fortiori d'Helmut Kohl, c'est pas une Allemagne de fasciste. Je dis pas qu'il n'y avait pas un résidu de fascisme d'ailleurs au lendemain de la guerre à l'Ouest, mais je veux dire, l'Ouest a fait son mea culpa. Oui, et le devoir de mémoire en Allemagne, il est exemplaire. Mais au début, les Allemands n'avaient pas le choix de ne pas faire... parce que on va pas les accuser. Ils ont capitulé parce que vous n'aviez pas le choix. Oui, en tout cas, ils l'ont fait. Moi, je constate qu'ils l'ont fait. Ce que je veux dire, quel est l'organe? Parce qu'il y avait tout le monde occidental qui ont obligé les Allemands de regarder les films documentaires sur... On les a poussés à faire le mea culpa. On ne sait pas si tout le monde respectait l'opinion allemande à l'époque. Je ne sais pas si la mea culpa pouvait avoir lieu. En revanche, est-ce qu'aujourd'hui existe un organe international qui va forcer la Russie de faire la mea culpa? Non, mais vous pouvez pas. Je suis pas d'accord quand vous dites on les a forcés. Je suis sûr qu'on les a forcés. Mais vous pouvez pas forcer des gens à faire ce qu'ils ont pas envie de faire. Bien sûr que si.
Comment... Bien sûr que si. Dans une dictature, mais en quoi l'Allemagne a été... Non, il y a eu des hommes qui étaient d'authentiques démocrates qui ont émergé au lendemain du deuxième conflit mondial. Par la présence même des Alliés sur leur territoire, on les a forcés. Ils n'étaient plus maîtres de leur... il y avait un secteur américain, britannique... Mais ils voulaient ça, ils voulaient s'ancrer. Bien sûr, ils n'avaient pas le choix. Non, mais ils voulaient et tant mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Allemagne est un pays qui prospère. Oui, mais tant mieux. Les Allemands, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas à l'Ouest, a voulu s'ancrer au camp de la démocratie qui était incarné par les Américains. Ils ont été très pro-atlantistes pendant des années. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire on les a obligés à devenir des gens, des démocrates. Non, ils avaient... Moi, je pense qu'on les a Enfin, obligés. j'y étais pas, hein, c'est en 45, donc je n'étais pas né. Mais je veux dire, moi, ce que j'ai compris de l'histoire allemande, c'est que, voilà, après Hitler, même si le nazisme pouvait avoir quelques résidus sociétaux à l'Ouest, après Hitler, les gens disaient « Stop, ça va, on a assez souffert, on nous propose... » C'est un peu le début du livre, hein, en Allemagne, on savait ce qui avait été, en Allemagne de l'Ouest, on savait ce qui s'était passé, et le plan Marshall donnait une perspective, c'était déjà suffisamment bien pour s'en contenter. C'est ce qu'a fait l'Allemagne, et pour ensuite réussir son ancrage au camp de la démocratie. En 2 temps, parce qu'il y a la chute du mur en 89. Vous savez, quand j'étais en Allemagne, même dans les années, donc au début des années 2000, les autorités allemandes faisaient des efforts dingues pour faire venir des Noirs, des personnes noires, dans les écoles de l'ex-RDA, où on n'avait pas l'habitude de voir des Noirs, et où se développait le racisme, et il y avait un programme qui permettait donc aux écoles d'accueillir des personnes racisées, comme on dit aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus dire elles sont noires, blanches, vertes, bleues, qui venaient et qui expliquaient un petit peu qui elles étaient à des gens qui n'avaient pas l'habitude de voir des gens qui étaient un petit peu... qui étaient différentes, des personnes qui étaient différentes de ce qu'elles étaient. Donc, franchement, enfin, moi, je l'ai vu de mes yeux, plus le monument de la Shoah dont je vous parle tout à l'heure, plus il y a 1000 exemples selon lesquels l'Allemagne a tout fait pour se débarrasser du nazisme. Elle a même fait Quand je suis arrivé à Berlin, il y avait en l'an 2000, il y a eu une petite recrudescence des actes racistes et antisémites. Mais là-bas, il suffit qu'il y ait, en tout cas à l'époque, 3 ou 4 actes dans l'année pour que ça devienne une grosse affaire. Et c'est normal, mais tout est amplifié en raison de l'histoire du pays. Et du coup, j'avais fait un magazine pour l'émission Envoyé spécial, qui s'intitulait « Pour en finir avec l'extrémisme », où j'expliquais effectivement qu'il y avait des actes, mais que l'Allemagne, par rapport à ça, réagissait. Et je donnais 1000 exemples de manière formidable et assez efficace finalement pour éviter que le racisme et surtout l'antisémitisme ne se développent ou ne reviennent dans ce pays. Et j'avais été, je vais faire ma pub là, mais on est là pour ça. Non, mais là, pour le coup, c'était un magazine diffusé par Envoyé spécial qui a obtenu le prix franco-allemand du journalisme, qui est un prix, je suis assez content, c'était un prix assez prestigieux et bien doté d'ailleurs, donc j'avais gagné un petit billet avec aussi. Et ce qui m'avait touché, c'est que c'était un jury français et allemand, et que tout le monde avait été d'accord pour dire que ce qui était raconté dans ce magazine correspondait à la réalité, avait été fait de manière, on va dire, rigoureuse, quoi. Enfin, journalistiquement irréprochable. Après, quand on vous donne un prix, en général, c'est pas comme si on vous mettait un coup de pied aux fesses, quoi. C'est plutôt pour vous dire, vous avez bien travaillé sur ce coup-là. Donc voilà, ça m'avait touché parce que c'était aussi bien les Français que les Allemands qui disaient, OK, là, on apprend quelque chose, et surtout, on vous dit la vérité. Et dans ce magazine, encore une fois, je détaillais, enfin, pas tout, mais tout ce qu'il y avait. D'abord, je posais le problème, et puis ensuite, je détaillais tout ce qui était fait pour lutter contre tout ça, les programmes de dénazification, parce qu'il y a toujours des néo-nazis qui reviennent régulièrement, qui profanent des tombes dans les cimetières juifs, et tout. On en avait d'ailleurs rencontré 2 qui étaient des repentis.
pour ce magazine, et on voyait comment ils étaient pris en charge par les autorités, parce que en Allemagne, j'allais dire, on déconne pas avec ce genre de choses, quoi, hein, vu ce qui s'est passé il y a, 80 ans maintenant, 70 ans, on fait gaffe. On fait gaffe, mais on constate que l'antisémitisme n'est absolument pas disparu. Avec la génération qui est morte, qui se souvient de ça, c'est revenu. Oui, vous avez des comment dirais-je, dans ce pays comme dans d'autres, hein, des gens qui aujourd'hui ont 20 ans, 30 ans, qui sont amnésiques, quoi. J'ai une consoeur d'ailleurs qui s'appelle, c'est quoi son prénom, j'ai oublié, Caroline, je crois, Géraldine Schwartz, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Amnésiques, et qui raconte effectivement comment, même en Allemagne, il y a encore des gens qui finalement ont oublié ce qui s'est passé et leur a coûté très cher il y a 75 ou 80 ans. Bon, très bon livre, je le conseille, Les Amnésiques, mais globalement, vous me dites que l'antisémitisme n'a pas disparu, ben non, il n'a pas disparu. Après, parfois, il est plus fort dans certains pays que dans d'autres, ou dans certaines communautés que dans d'autres, ou dans certaines villes que dans d'autres, ou à certaines époques qu'à d'autres. Mais bon, globalement, si le monde entier avait suivi l'exemple de l'Allemagne au lendemain de la guerre par rapport à la lutte contre l'antisémitisme, je pense qu'il se porterait mieux. Tout à l'heure, vous avez prononcé un mot, je ne sais plus lequel c'était, vous avez dit « je ne sais pas si je peux dire ça maintenant comme ça ». Cette fenêtre d'Overton qui devient de plus en plus petite, le fait que quand vous êtes sur le plateau de la télévision, j'ai une toute petite expérience, mais c'est vrai que votre vocabulaire se réduit de jour en jour. Comment un professionnel du journalisme vit cette réduction de cette fenêtre d'Overton? Alors, hier, j'ai écouté De Villepin qui lui-même disait « mais je ne peux plus rien dire ». En fait, même si les politiques se plaignent de la réduction de leur vocabulaire, comment le journaliste peut le supporter? Je ne vis pas si mal parce que là, on est à une époque où on demande beaucoup aux journalistes de beaucoup parler. Parce que non, mais c'est-à-dire que avant il y avait il y a plus de moyens de faire des films. Non, mais avant il y avait le journal du matin, 10 minutes, télématin. Oui. Ensuite, il y avait le journal de 13h, une demi-heure, et le journal de 20h. Donc vous aviez, allez, on va dire 2h30 d'infos dans la journée. Aujourd'hui, vous avez 6h du matin, minuit, donc ça fait combien ça 24.6, ça fait 18 heures d'infos. Fois 3 chaînes. Fois 4 chaînes. 4 chaînes. Donc, et encore, j'en oublie. Donc, oui. Parce que je peux rajouter Hanouna et tout, des gens qui font de l'info, bon. Non, mais les vraies chaînes d'infos, il y a 4 en France. Il y a 4 chaînes d'infos, fois 18 heures. Donc, il faut nourrir la bête. Hein. On va dire les choses comme ça. Donc, à partir de là, pour nourrir la bête, il y a des invités, il y a des journalistes. Et les journalistes parlent beaucoup. Ils parlent 10 fois plus qu'ils ne parlaient quand il n'y avait que 2 heures d'infos par jour. Donc, ça augmente les risques, effectivement, de dire des bêtises. Donc, je pense que si les journalistes qui, aujourd'hui, se retrouvent à l'antenne, adoptent ou adoptaient, finalement, l'attitude des journalistes qui se trouvaient à l'antenne quand on faisait uniquement 2 heures d'information par jour, ils s'en sortiraient pas si mal. Hein. C'est-à-dire que il faut se contenter, quand on est journaliste présentateur, de faire des lancements qui soient factuels, quoi, qui, quand, où, comment, éventuellement pourquoi. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, de lancer des reportages qui sont sous la responsabilité d'autres journalistes et d'une autre hiérarchie. Et puis après, en posant des questions, au moins respecter le contradictoire et effectivement, même si on a envie de le faire, donner le moins possible son avis. Ou alors, le donner et dire voilà d'où je parle, voilà du haut de quelle chair je m'exprime. Je suis de droite, je suis de gauche, je suis altermondialiste, je suis collapsologue, je suis anti-vaccin, je suis pro-vaccin. Voilà. Au moins, on sait qui parle et pourquoi il pose cette question, et après, les gens répondent comme ils ont envie. Mais
pour revenir à votre question, est-ce qu'on a la liberté de tout, comment dire, plus de liberté qu'avant, moins de liberté? Est-ce que certains mots ne sont pas, est-ce qu'il faut tourner un mot 7 fois tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de prononcer un mot? Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça parce que vous avez tellement d'intérêts, vous avez tellement de catégories entre les minorités ceci, les minorités cela, les minorités les défenseurs, le végan, le machin, le truc, qu'à chaque fois que vous prononcez un mot, ça risque d'être mal pris par une communauté. Alors avant, la communauté, elle le prenait mal, mais elle fermait sa gueule parce qu'elle n'avait pas les moyens de gueuler. Elle écrivait une lettre au directeur de la publication en disant votre journaliste a dit tel truc, que la viande était bonne pour la santé, mais moi je dis que c'est très méchant parce que vous tuez les animaux pour la manger. Donc bon voilà, on mettait la lettre à la poubelle. Mais aujourd'hui, ce gars-là, il mobilise 50 personnes et il vous fait, il vous sème la pagaille sur Twitter, sur Facebook, sur machin, sur truc. Il va vous emmerder toute la journée. À se demander d'ailleurs ce qu'il fait dans la journée, parce qu'on a l'impression que parfois il y a des gens qui ont que ça à faire. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est très compliqué pas de prendre position, mais même parfois d'employer un mot. Un mot. Ouais. Tout à l'heure, j'ai parlé de personnes noires qui allaient dans les écoles. Ça peut m'être reproché par des gens qui vont dire c'est pas comme ça qu'on parle. La première fois que je suis allé aux États-Unis, d'ailleurs, je sais plus, au cours d'une discussion, j'avais parlé de black people, etc. Je m'étais fait reprendre de manière assez. J'avais pas compris sur le coup. On disait non, on dit Afro-American. Et à l'époque, en France, on disait, alors je sais pas si on dit afro-américain maintenant en France, si c'est grave. C'est compliqué maintenant. Moi-même, je ne sais pas. Je trouve ça très con parce que on prête aux gens des intentions qu'ils n'ont pas. Le gars qui est blanc, qui est blanc, le blanc qui est blanc, il est noir. Ouais, et c'est pas parce que vous soulignez la couleur de peau X ou de Y que vous êtes raciste. J'ai même un jour on voudra faire jouer un film, une biographie de Mandela, on va pas la faire avec un acteur blanc, c'est ridicule, je vais pas y croire, quoi. Voilà. Ça va venir. Ça viendra. Vous parlez des États-Unis. Vous parlez des États-Unis. On parle des minorités. Ne pensez-vous pas? Il y avait un rêve américain, et dans le pays du rêve américain, il fallait être obligatoirement exceptionnel pour réussir. Là-bas, le mot le plus dur pour une personne, c'est un loser. Enfin, si t'es loser, c'est que être loser en Europe, c'est pas grave. T'es comme tout le monde, en fait. Pour votre vie quotidienne. En fait, t'es comme tout le monde. Aux États-Unis. Non, mais ça a moins de conséquences qu'on est un peu plus aidé. Oui. Mais bon. En revanche, aux États-Unis. On peut pas se réjouir, voilà, mais. Je ne rigole pas. Aux États-Unis, c'est le pays où l'exception était, il y a peu, presque la condition d'une réussite. Eh bien, comme tout le monde ne peut pas être Rothschild, tout le monde ne peut pas être Elon Musk, c'est très très dur. Bien sûr. Du coup, l'exception est devenue par l'autre bout du bâton. C'est-à-dire que maintenant, tous ceux qui sont mauvais se disent tellement je suis mauvais que je fais l'exception. Et du coup, tout le monde peut créer son petit cercle des exceptionnels dans le mauvais sens du terme. Et ils réussissent. Parce que, par exemple, si c'était déjà très très dur d'aller dans une université américaine autrefois, parce que c'était cher, mais vous aviez des crédits. Très vite, on a compris que on peut faire de l'argent en recrutant de plus en plus de monde dans les universités. Du coup, on donnait des crédits à tout le monde. Du coup, ça a créé une inflation. Du coup, ça a créé des diplômes bidons. Et aujourd'hui, il y a trop. Ça se dévalorise. Et aujourd'hui, c'est tellement cher qu'un étudiant normal, à moins qu'il n'ait un papa millionnaire, ne peut même pas faire un petit boulot de nuit pour payer ses études. C'est trop cher. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'on rentre dans cette espèce de règne des minorités? Oui, non. Est-ce qu'on n'est pas en train de niveler par le bas, quoi, en gros? Oui. Je vous ai fait un doctorat. Non, mais je crois comprendre le sens de votre question. Oui. À savoir, est-ce qu'on n'est pas
Est-ce qu'il y a pas une prime à la médiocrité, en fait? Oui. Alors moi, je trouve ça intéressant par rapport à la langue française. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui militent pour une simplification de l'orthographe. Et moi aussi, je trouve que l'orthographe française, elle est épouvantablement difficile. Oulala, à qui vous le dites? Voilà, bon, c'est pas à vous que je vais... Bon. Et puis en même temps, je suis assez contre cette simplification orthographique. Parce que j'ai le sentiment que une langue, qu'elle soit écrite ou parlée, c'est le fruit d'une culture. Et qu'à partir du moment où on veut simplifier, ça veut dire qu'on commence à supprimer de notre univers, de notre champ visuel, des pans importants de notre culture. Et bientôt, on écrira certains mots d'une certaine manière sans savoir d'où ces mots viennent. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vouloir attenter à notre passé, à notre culture, à ce que nous sommes, que de vouloir simplifier les choses. En l'occurrence, l'orthographe. C'est pour ça que je suis contre, parce que si on commence à raisonner comme ça, demain, on fera plus du tout... on fera plus cas de notre passé, et puis il y a d'autres gens qui diront oui mais ça n'a pas existé, et puis on voudra, ça a déjà commencé, déboulonner certaines statues parce que c'était pas bien, ou ça aboutit à des choses qui étaient condamnables. Non, si on a des statues d'hommes importants en France, c'est qu'ils ont joué un rôle, parfois positif, parfois négatif, parfois j'en sais rien, mais ils ont joué un rôle dans notre histoire. C'est notre histoire, on doit la prendre pour ce qu'elle est. Voilà. Et alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais encore une fois, si la question que vous me posiez, c'était est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on favorise une forme de nivellement par le bas, je vous réponds oui, et je le regrette. Parce que vous parliez de diplôme bidon tout à l'heure. Ouais, il y a pas mal de diplômes qui ne valent pas tripette aujourd'hui. Et quand les gens arrivent sur le marché du travail, là, ils se confrontent à la réalité. Ce que je regrette, c'est qu'il y a des écoles, il y avait encore des écoles qui faisaient des diplômes qui n'étaient pas bidons, mais sauf que ces écoles, on est en train de les détruire parce qu'on dit vous êtes une école d'élite, soyez comme tout le monde. Oui, ça, bien sûr. Non, mais le nivellement par le bas, c'est un souci. Hein. Moi, je suis fils d'instituteur. Enfin, j'ai vu mes parents se plaindre au quotidien de la baisse du niveau, du maniement de la langue française. Et j'avais même un père mon père était instituteur à l'école publique, hein, et il rassurait les parents, parce que c'était parfois dans des quartiers qui n'étaient pas très simples, il rassurait les parents en leur disant, écoutez, je ne baisserai pas le niveau, et si jamais je devais le baisser parce qu'il y a une trop forte pression, je vous préviendrai pour que vous mettiez avec ma bénédiction votre enfant à l'école privée, quoi. Il a donné beaucoup de bénédictions. Il n'a pas donné beaucoup de bénédictions parce c'était un homme à poigne qui lâchait rien, mais qui était prêt à faire des heures sup et du soutien scolaire pour aider. Aujourd'hui, les heures sup. Alors aujourd'hui, et tout ça pour pas cher. Mais bon, alors lui, il avait la vocation. Hein, il avait. Ça n'existe plus trop. Pour revenir à Conrad. Encercler le cercle, et votre livre, Le saut vers la liberté, c'est une histoire d'une fuite. C'est une histoire qui me touche d'autant plus que moi-même j'ai fait une fuite, et que le pays qui me fait toujours rêver, où malheureusement je ne vis pas et je ne vais pas vivre parce que c'est trop tard maintenant, les États-Unis, j'ai le rêve américain dans ma tête. L'Amérique était construite par les gens qui ont fui l'horreur du XVIe siècle en Europe, qui était comparable à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire la peste, les guerres de religion, beaucoup de morts partout. Ils ont pris les bateaux, ils ont fui, ils ont construit le magnifique pays d'exception, qui sont devenus les États-Unis. Nous voilà au XXIe siècle qui rappelle étonnamment le XVIe,
qui est un mouvement tectonique aussi qui va changer l'époque. Forcément, on est en train de vivre le changement de l'époque. Où fuir maintenant? Sur Mars. C'est trop tôt. Non, mais mais cela dit, les premiers qui sont partis aux États-Unis, c'est comparable avec aller sur Mars. La différence avec le 16e et le 17e, c'est qu'aujourd'hui, avant, on allait là-bas en terre inconnue. Aujourd'hui, c'est accessible, on peut faire l'aller-retour dans la journée, quasiment. Donc, où aller aujourd'hui? Oui, non, c'est une vraie question. C'est-à-dire, moi, à une époque, j'ai pensé, parce qu'en plus j'ai vécu là-bas, que le Canada, ça pouvait être un refuge. Je pense qu'ils sont encore plus, en tout cas à l'Est, contaminés par le wokisme que nous. Non, c'est une vraie question. Il y a où se réfugier aujourd'hui, à part sur les îles Kerguelen je ne sais pas. Surtout que les règles sont partout pareilles. C'est-à-dire que les gens qui ont fui ont construit. Aujourd'hui, celui qui immigre, on lui donne une allocation et on dit ta gueule, ne fais rien, ne produis rien, vis dans un petit 2 pièces que l'État va te payer. Et en fait, il n'a même pas les outils pour construire un nouveau monde. Ouais. Où est le rêve américain, en fait? C'est ça votre question. Où est le rêve américain aujourd'hui? Je ne sais pas. Dans quel pays? Alors, certains vous disent qu'il est en Asie, parce qu'ils arrivent à faire du business là-bas, mais à quel prix aussi? Je ne pense pas que tout le monde rigole tous les jours en se levant on revient à la question de la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Au fait, la liberté, c'est une... c'est pas une consommation. La liberté, c'est les restrictions que tu t'imposes toi-même. La liberté, c'est aussi le moral, la morale. Je pense qu'il y a plein d'endroits où on peut faire son rêve américain, mais c'est pas le rêve américain. Voilà, c'est son rêve américain dans son coin. En fait, c'est-à-dire que c'est l'immigration intérieure. Ouais, non, mais c'est trouver un endroit, avoir un projet et le développer là et se dire waouh, j'ai trouvé une niche, je m'en suis sorti. Mais ça, c'est Après, je parle de l'individualisme. Hein, je parle avec les potes que vous ne voyez pas, mais ils sont nombreux. Et après arrivent les messieurs habillés en blanc qui disent maintenant c'est l'heure de faire dodo. Mais non, mais effectivement, il y avait ce qu'on appelait l'Eldorado dans la littérature. Il y avait un Eldorado qui était les États-Unis. Il y a eu d'autres Eldorados. Peut-être la Sibérie. L'Afrique. L'Asie, aujourd'hui, on a l'impression qu'on a épuisé tous les Eldorados possibles. À voir, je ne sais pas. La Sibérie, tiens, parce qu'en Sibérie, il n'y a rien, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Il y avait des westerns, ça va être un eastern. Oui, mais pourquoi pas mais faut avoir envie d'y aller, quoi. Je vous propose le thème de votre prochain livre. Sibérie. Alors moi, j'avais une idée avec le Cambodge. Alors là, pour le coup, c'est un pays qui se développe. Le Cambodge, et il y a des îles au sud du Cambodge où j'ai vu des gens se faire un petit Eldorado et vivre leur rêve, alors cambodgien en l'occurrence. Ils étaient très heureux, hein, mais il y avait un côté sable blanc et hamac assez présent dans leur vie, ça leur convenait, donc voilà. Mais au fait, Marcuse, je ne sais pas si on dit Marcuse en Marcuse, le philosophe des punks. Oui, allez-y, je ne connais pas perso. Non, parce que quand vous dites, le sable et le hamac, c'est vrai que cette idée de Marcuse, de ne rien faire, ne rien produire, ne rien consommer... Oui, mais quand vous avez sable et hamac, vous recevez aussi des touristes et vous bossez aussi. Ah, si. Non, c'est des gens qui avaient monté des business quand même. Ouais. Après, il y a effectivement des gens qui se disent... Moi, je connais des gens qui vivent même à Paris avec très peu d'argent. Mais qui disent, voilà, moi je m'organise. Alors ils ont un toit, donc ça aide. Une fois que vous avez le toit, ils n'ont pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour profiter de toutes les richesses culturelles de la ville. C'est l'idée en Union soviétique, on vivait comme ça, on avait chacun un toit, que dalle d'autre. Mais ça, et des si rêves. Tout le monde se met à vivre comme ça, je veux dire, et des rêves pour rêver d'un monde PIB, meilleur. On va être moyen, quoi. On va devenir moyen, ça. On est déjà même pas moyen. On n'est pas... en fonction de...
À vrai dire, j'ai pas révisé le PIB ce matin avant de venir, mais j'imagine qu'on n'est pas trop à plaindre quand même. Peut-être qu'on pourrait faire mieux, ouais, c'est possible. Je sais pas. Ma culture économique ne me permet pas d'avoir un jugement définitif sur le sujet à cette heure-là. Votre livre, il est mélancolique ou positif? Moi, je pense qu'il y a pas mal de mélancolie. Ouais, donc on est d'accord. Ouais, il y a pas mal de mélancolie. Donc je l'ai bien lu. Moi, vous savez, j'ai écrit ce livre pas pour écrire une histoire. J'ai voulu écrire ce livre parce que l'histoire de ce gars, à chaque fois que je l'ai rencontré, à chaque fois que je l'ai raconté, à chaque fois que j'ai lu des trucs dessus, m'a foutu les larmes aux yeux, quoi. Non, mais c'est pour ça que... Et moi, le destin de ce bonhomme, qui en plus a 19 ans, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, à 19 ans? Qu'est-ce que j'étais capable de faire à 19 ans? Pas grand-chose. Je veux dire, saute, abandonne tout pour aller vers son Eldorado. Et il y a un deuxième personnage dans le bouquin, c'est le photographe, qui lui n'a que 20 ans. Il est envoyé par une agence de presse de Hambourg, à l'époque, à Berlin, pour couvrir, ouais, il paraît qu'ils vont construire un mur là-bas, va voir ce que tu peux faire. On envoie le stagiaire. Tout le monde se fout royalement de ce qui se passe à Berlin, dont le maire d'ailleurs à l'époque, Willy Brandt, dit le monde nous abandonne. C'est-à-dire quand il commence à construire le mur, comment ça s'appelle, ils appellent le patron du commissariat qui est informé, il s'aperçoit qu'ils sont en train de tout bloquer, il appelle en pleine nuit les Américains qui lui disent non mais bon, tu nous rappelles si c'est grave, hein, et qui raccrochent, quoi. Tout le monde se foutait de ce qui se passait à Berlin. Et là, moi, ce qui m'émeut, c'est qu'il y a un gamin de 19 ans face à un gamin de 20 ans. Et le gamin de 20 ans, il est là par hasard. On l'a envoyé parce qu'il faisait des photos sur le champ de course, des photos de chevaux. Et puis, il va prendre la photo du siècle. Il va d'ailleurs obtenir le prix Overseas, qui est le prix, le Pulitzer de la photo, quoi, le prix de la photo de l'année. Donc, voilà, c'est ces destins-là qui me touchent. Et celui de Konrad Schumann, à chaque fois que j'ai lu des documents sur lui, ou à chaque fois que j'ai évoqué son histoire, ou je suis retourné sur des lieux où il avait commis cette chose, ce saut qui en a fait l'inconnu le plus célèbre de la guerre froide, à chaque fois j'ai été ému, quoi. À chaque fois j'ai eu les larmes aux yeux. Donc quand on est soi-même ému, sans faire de cinéma, on se dit qu'on va peut-être émouvoir les gens à qui on va raconter l'histoire. Et c'est, je crois, ce qui s'est passé avec ce livre. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir à Berlin lorsque j'y habitais, des amis. Je les emmenais sur les lieux du truc, je leur racontais l'histoire. Bah, tout le monde repartait. Non, je vous le confirme. J'ai pas pleuré, mais je m'y suis retrouvée. J'ai pas pleuré, non, parce que j'ai déjà beaucoup pleuré avant ça. Mais ça m'a fait rappeler des larmes de désenchantement. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie, Natalia.